Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Find Out, le podcast qui transmet les expériences de levée de fonds des entrepreneurs de l'écosystème. Je suis Jérémy Navon, le fondateur de Pitch My Startup. Et depuis des années, j'accompagne les entrepreneurs à préparer leur rencontre avec les investisseurs. À chaque épisode, je m'intéresse au parcours d'un entrepreneur et aux grandes étapes de ces différentes levées de fonds. Attention, vous êtes sur le point de découvrir l'envers du décor. Qu'est-ce qui se cache derrière les millions d'euros levés et les articles élogieux que vous voyez passer tous les jours dans les médias? On estime souvent à tort qu'elles font la valeur des startups et qu'elles permettent de mesurer le degré de réussite des acteurs de l'écosystème. Mais qu'en est-il vraiment? L'objectif de ce podcast, vous faire découvrir des entrepreneurs exceptionnels et leurs aventures de levée de fonds. Pourquoi ont-ils levé? Comment ont-ils choisi leurs investisseurs? Quelles ont été leurs plus grosses galères et leurs plus grandes réussites? Alors pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Attention au décollage, Let's Find Out, ça commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'entretien avec Denis Saada, cofondateur de Betterway. Dans la première partie, on a parlé de sa première levée de fonds, de son seed d'1,5 million. Et dans cette deuxième partie, on va parler de la série A de 4 millions qui a été terminée tout début 2023. Cher Denis, donc tu as fait cette première levée, tu as levé 1,5 million. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu signes cette levée et tu as l'argent sur ton compte? Ce qui se passe dans ta tête, c'est que, bon, d'abord, tu es content, tu passes une phase, mais surtout, tu te dis, bon, ok, maintenant, il va falloir dépenser cet argent et il va falloir délivrer les promesses qu'on a fait aux investisseurs, mais qu'on s'est fait à nous aussi, c'est-à-dire faire tout ce qu'on a eu envie de faire jusqu'à présent quand on n'avait pas de fonds et y aller. Donc, typiquement, commencer à recruter, commencer à aller chercher des nouvelles compétences, des nouveaux produits, des nouveaux services, enfin tout un tas de choses qu'il faut développer, passer du stade de MVP à un stade de produit un peu plus sérieux, travailler sur la marque, enfin il y a plein de sujets sur lesquels un jeune entrepreneur a besoin de fonds pour pouvoir se développer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta boîte à ce moment-là? Est-ce que vous avez doublé les effectifs, triplé les effectifs? Est-ce que vous avez doublé le TA? Enfin, c'était quoi l'histoire de Betterway entre 2020, début 2021, c'est ça, tu finis en décembre 2020, début 2021 et 2023 où tu fais ta levée de fonds? Eh bien, concrètement, entre toute fin 2020, parce que ça commençait à sentir bon, et début 2021, on recrute les personnes clés qui sont aujourd'hui les personnes clés de l'entreprise. Ce qu'on a fait chez Betterway, on a pris un contre-pied par rapport à ce que des gens nous ont conseillé, et qui nous disent en fait, recrute quelques stagiaires et puis tu vas continuer à faire avec des bouts de ficelle et puis c'est très bien. Nous, on s'est de suite dit avec Alain, on est une entreprise sérieuse qui avons des vrais clients, qui créons un vrai service qui aide des vrais utilisateurs. Parenthèse, tu vois que fréquemment, je parle d'entreprise et pas de start-up parce que souvent, dans le terme start-up, on a tout un aspect un petit peu négatif qui est lié à la Startup Nation, etc. Nous, on cherche à créer un service, une entreprise qui a besoin de se développer, et donc une entreprise sérieuse a besoin de compétences. Et donc, on va chercher des gens qui sont relativement seniors, qui ont roulé, qui ne sont pas des gens dont c'est la première expérience et qui vont nous apporter vraiment cette stabilité. Et donc, on recrute tout un tas de ressources hyper qui sont encore pour la plupart avec nous. Et donc, j'imagine que le business suit, la tech suit, vos clients qui étaient déjà vos clients sont contents, vous arrivez à signer beaucoup de nouveaux clients. À ce moment-là, qui non? Alors, c'est ça l'histoire, c'est qu'en fait, d'abord, on a un business qui est assez, le business d'avantage salarié est assez cyclique, donc saisonnier du moins, donc en fait, pas cyclique, mais saisonnier. Donc,
le premier quarter, le Q1, Q2 même des années est souvent moins fort que le reste. Donc on s'est vu hyper beau, on s'est dit chouette, on va recruter plein de monde, signer plein de clients, etc. En fait, c'est pas ce qui se passe du tout dans la vraie vie. C'est pas à ce moment-là qu'il signe. Et surtout, en fait, quand vous vous concentrez à croître, à faire croître l'entreprise, vous avez du mal à vous concentrer à faire autre chose. Donc, on a eu une phase de croissance où on a signé moins de clients et où le business est arrivé plus tard, du moment où on a mis en place les commerciaux, les techs, les produits, etc., etc. Toute l'entreprise a commencé à se mettre en place. On a fabriqué la machine et ensuite, elle s'est mise à avancer. Bah, c'est évident, hein. Il faut emborder les gens, il faut les former, il faut tout scaler de façon à ce que la boîte puisse fonctionner, quoi. C'est évident, mais en fait, quand vous regardez dans le passé, on a peut-être été un peu naïf là-dessus, mais en tout cas, oui, on a eu cette phase-là, et ensuite, c'est à partir de fin 2021, début 2022, où là, le business est arrivé et où la récompense de nos efforts pendant toute l'année 2021 a été couronnée de succès. Ok. Donc là, vous avez une boîte qui est structurée, vous faites du business, vous commencez à avoir le succès. Et est-ce que c'est à ce moment-là où tu penses à faire la levée de fonds d'après, ou là tu te dis ça roule, on va faire du chiffre d'affaires, on va rendre l'entreprise rentable, pas forcément besoin d'en faire. Enfin, ça a été quoi ton mindset à ce moment-là ? Alors, le mindset, et on est peut-être parti un peu trop tôt, c'est de se dire il faut qu'on aille chercher encore de l'argent. Donc début 2022, on se remet dans une phase de levée de fonds parce qu'on signe plein de très beaux logos encore. On a une belle traction sur le marché, etc. On se dit tiens, on va y aller. Début 2022. Vous y allez pour y aller encore plus fort, pour manger le marché. Pourquoi on lève des fonds ? Pourquoi les SaaS lèvent des fonds ? Il y a deux raisons pour lesquelles ce business a besoin de lever des fonds. La première raison, c'est que c'est un business dans lequel il faut investir dans la technologie de manière massive, tôt. Et donc, on est payé de nos investissements plus tard. Donc, on a besoin, en termes de cash, de beaucoup de sous pour être payé plus tard. La deuxième raison, c'est qu'on repose sur des business d'abonnement. La valeur du client, de l'entreprise, elle se calcule sur 5 ou 10 ans de durée de vie. Or, en termes de cash, on encaisse l'abonnement en temps 1, en année 1, puis après en année 2, puis après en année 3, et c'est très difficile d'aller voir un client en lui disant paye-moi 10 ans d'avance. En général, les clients ne payent pas 10 ans d'avance. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de lever des fonds. Donc concrètement, de la même manière, à un moment donné, quand au bout d'un an et demi de cash, on commence à voir qu'on a moins de cash, mais que ça va devenir rentable à un moment donné, puisque on fait rentrer des abonnements. Ces abonnements, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour les faire vivre. Donc, en fait, ça va devenir rentable, mais on a quand même besoin d'argent pour refinancer l'entreprise. Okay. Et donc, vous y allez ? Et donc, on y va. Pareil, début 2022, on y va, on recontacte les anciens, les nouveaux, on élargit notre périmètre, on est aidé par nos fonds d'investissement, puisque eux nous challengent pas mal sur le pitch deck, sur nos... voilà, il ne faut pas hésiter, ils sont aussi là pour ça, et ils ont aussi intérêt à ce que ça se passe bien, et à ce qu'on puisse lever la série A. On y va, et ça n'a pas été extrêmement facile au début, pour tout dire aux éditeurs. D'abord, on tombe sur une période qui est assez pourrie. C'est le début de la guerre en Ukraine, c'est le début de la crise des composants, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez, 2022, c'était pas il y a si longtemps. Il y a pas mal de faillites, il y a pas mal de fonds qui disent oula, il est urgent de ne pas investir. Il y a moins d'argent. Donc, on rencontre plein de fonds qui nous disent écoutez, c'est super intéressant, bravo pour vos KPI, bravo pour ce que vous faites, mais pas maintenant, pas nous, pas là. Alors, certains nous le disent probablement par politesse, au lieu de nous dire c'est nul les chiffres que vous nous avez proposés, ce qui est, à mon avis, pas le cas. Et d'autres nous le disent parce que réellement, il n'y a pas d'argent sur la table. Donc, on galère un peu. Peut-être que l'erreur a été de s'obstiner
On aurait peut-être dû poser le crayon et dire, très bien, en fait, on se débrouille pendant les 6, 9, 12 prochains mois et puis on reviendra sur la table. On s'est obstiné. Mhm. Et on a commencé à élargir d'ailleurs nos chakras. Au début, on s'est dit on va chercher des super fonds internationaux hyper connus. Puis après, on est allé chercher des fonds un peu plus de manière un peu plus large, plus pointue. Puis après, on est allé chercher des spécialistes de la mobilité. On a vraiment essayé de labourer le plus large possible. Mhm. Et comme je pense que quand même on crée de la valeur et qu'on a une belle traction, on a pas mal de boîtes de fonds qui sont intéressés et on continue l'aventure avec eux. Et donc ce process dure combien de temps? Ce process dure, alors on a commencé la levée de fonds, ça a duré quasiment 1 an. Waouh, ça c'est long. Ça c'est long. Alors, il y a peut-être 3-4 mois qu'on a perdu au début, Mhm. mais entre le moment où vous levez des fonds, où vous commencez, et le moment où vous avez votre chèque et l'argent sur le compte, ça a duré quasiment 1 an. Et à la fin, du coup, vous avez signé avec qui? C'est qui ces fonds qui sont montés à bord? Alors, à la fin, c'est pas un fonds qui est monté à bord, Ok. c'est Edenred, Mhm. qui est le leader mondial de notre secteur. Donc, on n'aurait pas pu rêver beaucoup mieux, puisque pour un entrepreneur, avoir à ses côtés le leader mondial de l'endroit où on est, nous, dans les avantages salariés, on aurait pu travailler soit avec une boîte des avantages salariés, soit avec une boîte de la mobilité, puisqu'on est un avantage salarié de la mobilité. Il s'avère qu'on a fini par bosser avec Edenred et on en est plutôt très content. On en reparlera, je pense, dans la suite du podcast. Donc, dans le process, avant de tomber sur Edenred, vous avez eu beaucoup d'investissements. Enfin, vous avez rencontré qui? C'est qui? Enfin, vous avez rencontré qui? Avec qui ça a avancé en parallèle? On a rencontré tout le monde. Ah ouais. On a rencontré énormément de fonds d'investissement. Alors, tout le monde, c'est des fonds nationaux, des fonds internationaux. On a rencontré pas mal de fonds étrangers aussi. Par exemple, des fonds spécialisés dans la mobilité. Il y en a aux Pays-Bas, il y en a en Israël, il y en a dans plein de pays qui investissent dans des entreprises de la mobilité européenne ou mondiale. Donc, on a pas mal bossé, on a pas mal rencontré de monde. Dans tous ces rendez-vous, tu dirais que c'était quoi ton pire rendez-vous investisseur? Est-ce que tu as eu vraiment un pire rendez-vous ou des rendez-vous qui se sont vraiment pas bien passés? Alors, on a eu un pire process investisseur parce qu'on a trouvé un investisseur qui était assez intéressé, qui nous a fait, donc c'était plutôt vers la fin, qui nous a fait des propositions. Ces propositions étaient moins disantes que celles qu'on avait sur la table, mais on voulait quand même continuer à négocier. Donc, on a continué, on est allé voir cet investisseur en lui disant, voilà, en fait, on a une autre propale. Ça nous intéresse de bosser avec toi. Tu as beaucoup d'expérience, tu as une belle aura sur le marché, etc. etc. On aimerait continuer. Et donc, on a eu une deuxième propale de cet investisseur. Et en fait, la deuxième propale, et c'est là où on en vient au sujet de la valo, elle avait une valo plus élevée. En fait, elle avait tellement de conditions restrictives que l'un dans l'autre, on gagnait exactement le même sou et on se diluait de la même manière entre la propale 1 et la propale 2. Donc, au début, on s'est dit, ah chouette, il y a une propale super sympa avec une super valo. Et en fait, on a lu les petites lignes, on a mis ça sur un fichier Excel. Et en lisant les petites lignes, en regardant le fichier Excel, on est tombé sur exactement le même schéma que la première propale. Donc, on est allé le voir en lui disant, écoute... c'est pas si intéressant que ce que tu m'as dit. C'est pas si intéressant, mais même on s'est senti un peu floué parce qu'en fait, l'investisseur en question nous a dit, j'ai retravaillé, je vous ai fait une nouvelle propale, etc. etc. Je dirais pas jusqu'au mot de l'arnaque, mais c'était quand même un peu cavalier comme approche parce qu'il profitait en quelque sorte d'être plus sachant que nous sur les systèmes financiers qu'il utilisait. Donc on lui a dit, non, en fait, ça marche pas. Et il nous dit, très bien, je vais vous faire une troisième propale si vous insistez.
non, mais en fait, on n'insiste pas. Mais si tu veux nous faire une troisième propale, vas-y. Il nous fait une troisième propale. On remet sur le fichier Excel de la même manière. On retombe exactement sur les mêmes choses. Donc là, on s'est vraiment fâché en lui disant, écoute, on s'est senti même un peu arnaqué, floué, en quelque sorte. Et on s'est clairement dit à ce moment-là, alors que c'était un investisseur qui aurait pu prendre le lead parce que c'était des gens qu'on aimait qu'on trouvait très intéressants par ailleurs. On s'est dit, mais honnêtement, si on n'arrive pas à être en confiance au début, on n'arrivera jamais à être en confiance. Et voilà. Donc il y a une vraie... Le process, à mon avis, est vachement important parce que c'est très... Et là, je parle plutôt aux investisseurs qui veulent séduire des entreprises. Il faut réussir à être irréprochable parce que ça laisse des traces. Et certains entrepreneurs peuvent se dire, attends, moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui ont essayé de me la mettre à l'envers concrètement pendant le process. Et après, je ne sais pas la manière dont on va être croqué dans la suite. Tu dirais qu'ils t'ont fait perdre du temps ? Non, c'est le jeu, c'est pas grave. C'était très bien. Et puis, à un moment donné, j'en parlais au premier podcast, à un moment donné, quand on lève de l'argent, on prend les sous là où ils sont. L'argent n'a pas d'odeur, etc. Ensuite, si on est capable de faire la fine bouche et de se dire on peut choisir à la fin, c'est tant mieux. Et là, pour le coup, on a eu encore une fois la chance de pouvoir choisir en Serie A. Et donc, on a choisi de travailler avec Edenred. Dans les clauses qui t'ont été proposées par Stinvest, que vous avez mouliné, est-ce qu'il y a une clause où vraiment qui t'est restée en travers de la gorge ? Il y a plein de subterfuges, il y a plein de petits sujets. Faites-vous accompagner par un bon cabinet d'avocats. Montrez ça à quelques personnes de votre entourage, de la même manière que je le disais tout à l'heure, ou lors du premier podcast, parlez, faites-vous aider, c'est hyper utile, c'est très important. On a compris que cette deuxième levée de fonds, elle avait été plus compliquée, elle a été plus longue, elle a été commencée potentiellement trop tôt, ou en tout cas dans un contexte qui n'était pas le meilleur. J'imagine que tu as été stressé. Donc, du coup, la question, c'est est-ce que tu l'as été ? Et si oui, comment tu as géré ce stress-là ? Oui, t'es stressé. Maintenant, très honnêtement, tu as une équipe derrière toi. Moi, je suis plus stressé par rapport aux équipes, par rapport à la mission, par rapport à l'entreprise. C'est pas moi par rapport à moi-même. C'est plus se dire il faut qu'on se batte pour que l'aventure continue et qu'on puisse continuer parce qu'on y croit et parce qu'on sait que notre mission de rendre la mobilité durable accessible à tous, la mission de Betterway est noble. Qu'on a besoin d'aller chercher de plus en plus de gens qui laissent leur voiture à la maison et qui prennent des mobilités durables pour aller au travail. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on a besoin d'avancer. Et l'autre sujet, c'est aussi ce qui stresse, c'est de voir tous les salariés, toutes les personnes qui te font confiance depuis le début et où tu as envie de te dire, en fait, on va y aller ensemble, quoi. De façon concrète, alors certains entrepreneurs à ce podcast ont dit ok, à ce moment-là, je me suis remis au sport. À ce moment-là, je prenais les bains chauds tous les matins. Tu vois, où je faisais de la méditation. Est-ce que toi, tu as eu des petites choses que tu as faites, des petits rituels, des petites choses que tu as intégrées ou que tu as réintégrées à ce moment-là pour vraiment garder un équilibre et avoir la bonne énergie ? Ou certains ont dit on est parti en vacances. Pas spécialement. Okay. En fait, tu continues à vivre. Moi, mon sas de décompression, c'est ma famille et mes enfants. J'ai des enfants qui sont relativement jeunes et quand j'arrive à la maison, je rentre, je fais en sorte de rentrer tôt, quitte à rebosser plus tard, mais c'est hyper important pour moi. Je pose mon téléphone, je pose mon cerveau, je pose l'ensemble de mes soucis de l'entreprise parce que je suis avec eux et c'est ça qui m'aide énormément
à décompresser et à trouver le moyen de me changer les idées, en quelque sorte. Il y en a certains, c'est le sport, ou d'autres, la musique, ou j'en sais rien. Moi, c'est les gosses. Donc c'est en effet hyper important, et ma famille a été formidable à ce moment-là, et très, très proche de moi, et m'a beaucoup soutenu. Comment t'as géré, ouais, c'est ça. Comment t'as géré avec ta famille à ce moment-là? Parce que c'est quand même un moment où t'es quand même un peu plus sous tension, quoi. Mon épouse, elle doit souffrir beaucoup parce que je lui parle pas beaucoup du travail. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai besoin, quand je suis à la maison, de déconnecter, de me changer les idées. Justement, mon enjeu, c'est de dire, je passe le pas de la porte de la maison, j'ai mon trajet domicile-travail comme tout le monde, et d'ailleurs, souvent le trajet domicile-travail, c'est un moment de déconnexion pour plein de gens. C'est pour ça qu'il est aussi important dans l'équilibre mental. Donc quand il se passe bien, ça va encore mieux. Voilà, quand tu le fais en vélo, par exemple, concrètement, tu consultes pas tes mails, tu regardes un peu autour de toi, tu te concentres sur la nature, sur ce qui t'entoure, sur la route, sur la route, évidemment, sur ton itinéraire, etc. Voilà, donc tu as un moyen de déconnecter, donc il y a ce trajet-là, mais il y a aussi le fait d'être à la maison, et donc c'est pour moi mon sas de décompression, voilà, de parler de l'éducation des enfants, de parler de jouer avec les gosses, etc. C'est ça qui m'aide énormément. Ouais, j'adore ce que tu nous dis là, parce que souvent j'ai cette question. Moi, j'ai 3 enfants comme toi, et pas mal d'entrepreneurs que je rencontre me disent, mais attends, mais c'est pas trop dur, comment tu fais pour être papa et entrepreneur? Et ma réponse personnelle, et j'ai l'impression qu'on est assez aligné là-dessus, c'est ça aide. Ça aide à rester équilibré, ça aide à avoir un bon équilibre psychologique, psychique. Et voilà, effectivement, il y a le travail, il y a la famille. Et en fait, bien sûr, si on fait des enfants et on a une femme, c'est pour passer du temps avec eux. Et donc forcément, quand on est avec eux, on a envie d'être avec eux. Et donc ça oblige à déconnecter. Et puis ça te ramène sacrément les pieds sur terre, en fait. C'est-à-dire que concrètement, la considération d'un enfant de 5 ans ou de 8 ans, eh bien, c'est des considérations qui sont très pures, matérielles. On n'est plus là dans les millions d'euros, on n'est plus dans les slide decks, on n'est plus dans les BP, on n'est plus dans les machins, on est dans la dictée. La dictée, ranger sa chambre, jouer avec des cartes Pokémon, ou j'en sais rien. Donc c'est des trucs qui sont beaucoup plus simples. J'ai par exemple mon activité artistique, c'est de cuisiner. Ok. Donc par exemple, le soir, moi j'aime bien cuisiner. Parce que j'aime bien que mes enfants ils mangent bien le soir, et puis le fait de couper des légumes, de revenir à une activité très manuelle, matérielle, et en plus je suis assez gourmand par nature, ça c'est aussi cool. Donc, quand je suis stressé, je fais de la ratatouille, par exemple. Ah, j'adore. Du coup, tu as répondu à la question. Hein. Certains vont faire du sport ou du paddle. Toi, Denis, tu fais de la ratatouille. Voilà, c'est ça. Ah, trop cool. Je cuisine du couscous pour rappeler mes origines. J'adore. Ouais, et entre la ratatouille et le couscous, on n'est quand même pas très, très, très éloignés. Très bien, ouais. Tout à fait. Donc ça, c'est les relations avec ta famille. On imagine que pour l'équipe, et les cofondateurs, c'est aussi potentiellement une source de stress, ou en tout cas un moment où l'entreprise est en tension. Comment vous avez géré avec Alain à ce moment-là, avec vos équipes? Est-ce que vous avez plus empoweré certaines personnes? Est-ce qu'il y a un stress qui est senti à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'ils étaient même au courant? Alors, oui, on empower des personnes. Oui, on met les gens au courant. C'est-à-dire, je pense que de toutes les manières, nous, on a un management avec Alain qui est assez responsabilisant. C'est-à-dire, on n'a pas, on essaye c'est notre style, parce qu'il n'y a pas un style de management très favorable, mais on essaye d'être moins descendant et d'être plus remontant dans le management, de manager avec des indicateurs, des objectifs, et moins de manager avec des tâches ou du micromanagement. Donc oui, on a empower des gens, des salariés, des collaborateurs. Et puis le deuxième point, c'est on a une valeur chez Betterway d'authenticité, qui est une valeur qui nous correspond assez bien avec Alain. En fait, dans cette valeur-là, on dit les choses.
On ne se raconte pas d'histoire et on essaye d'être le plus transparent possible en expliquant, voilà, on est en levée de fonds, on passe du temps, on a des déceptions, on a des victoires, on a des gens qui sont vous partagez même les favorables. déceptions. Ouais, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Dans ce deuxième process de levée de fonds, vous partez forcément avec vos invests historiques. Au fur et à mesure, il y a des choix qui sont pris et vous décidez à la fin d'aller avec un institutionnel, avec Edenred. Comment ça a été reçu par vos invests historiques et à quoi ressemble votre cap table aujourd'hui, quoi ? Alors, peut-être pour revenir un tout petit peu en amont, comment ça s'est fait avec Edenred ? Parce que c'est assez particulier comme sujet. En fait, Edenred, boîte du CAC 40. C'est le leader mondial du ticket restaurant. C'est l'inventeur du ticket restaurant, leader mondial du ticket restaurant, du ticket CESU, du ticket cadeau, etc. Enfin, ils ont tout un tas d'offres, etc. Et en fait, c'est un concurrent. À vous. Edenred, en 2019-2020, quand on s'est lancé, ils se sont lancés aussi sur un truc qu'ils ont appelé ticket mobilité, comme le ticket restaurant. Concurrent de Betterway, frontal. À ce moment-là, tu flippes. Ouais, tu flippes et puis tu te dis aussi, il y a probablement la place pour des petits, des gros, et puis la concurrence c'est toujours bien. C'est-à-dire c'est pas qu'un moto, quoi. C'est de se dire, s'il y a une concurrence, s'il y a une grosse boîte comme Edenred qui est un leader mondial qui se dit, je vais y aller. Ça valide le marché. Ça valide le marché et ça veut dire ils auront probablement pas 100% de la part de marché, ils auront une partie et nous on aura une autre partie et ça sera très bien. Ils nous aideront à évangéliser le marché. Enfin, il y a plein de sujets où on se dit faire une offre et puis ça va nous tirer vers le haut. Enfin, il y a plein de bonnes choses. C'est un concurrent. En mars 2022, on est en plein milieu de la levée de fonds. J'ai le directeur de la stratégie d'Edenred, que je salue, qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a un nouveau directeur général de Edenred France. Il aimerait vous rencontrer. Ok. Donc, un concurrent qui t'appelle, ton principal concurrent qui t'appelle et qui te dit, j'aimerais vous rencontrer. Et on va à cette rencontre avec Alain, toujours tous les deux. Que j'avais un peu flairé le truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ouais, on va à cette rencontre et Ilan nous dit voilà, en fait on a commencé à travailler sur le ticket mobilité, on est votre concurrent. En fait, il s'avère qu'on s'est rendu compte que votre produit, votre service, votre approche du marché est meilleure que la nôtre. Waouh. Donc tu as un leader mondial qui te dit ça. Ça flatte l'ego, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu sors, tu te dis sympa. Machin. Et donc, il nous dit, nous, on a un choix. Soit on redéveloppe un nouveau produit parce que le nôtre correspond pas au marché, n'a pas trouvé son comment dire, et pas au niveau, marché, quoi. En tout cas, il ne correspond pas. C'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Moi, je ne veux pas. C'est mes investisseurs. Je les salue d'ailleurs s'ils m'écoutent. Soit on fait un partenariat commercial avec vous. Soit on travaille ensemble. Donc, on a réfléchi, on s'est dit, en fait, à la fois, on élimine un concurrent, à la fois, on bosse avec le leader mondial des avantages salariés, à la fois, on a un super fit avec ces gens-là qui ont mis carte sur la table. On parlait de fit tout à l'heure, on parlait d'authenticité. Nous, on s'est extrêmement retrouvés avec Ilan et Mar, enfin, mes investisseurs qui sont aujourd'hui mes investisseurs, qui ont mis carte sur table en disant et qui ont été humbles vis-à-vis de nous en nous disant en fait votre truc il est bien, notre truc il est moins bien. C'était pas pourri, il y a plein de boîtes qui ils avaient signé des belles boîtes et tout, etc. On veut bosser ensemble. Donc on s'est dit ok, ça vaut le coup qu'on creuse. Et en fait on a commencé par un partenariat commercial. Ok. Donc notre vision de notre partenariat, c'est d'aller chercher d'abord des synergies commerciales en disant en fait Edenred va devenir un apporteur d'affaires de Betterway. Et puis au fur et à mesure des discussions, on a commencé à se dire, tiens, en fait, Betterway, ils sont aussi en levée de fonds. Et donc là, Edenred s'est porté volontaire, intéressé, en se disant, nous, ça nous intéresse, non seulement d'avoir le partenariat commercial, donc le partenariat a été signé, etc., donc il n'y avait pas de mauvaise appréhension. C'était pas de la négociation. C'était pas de la négo, on a signé le partenariat commercial, et ensuite,
on s'est dit, mais en fait, vous êtes en levée de fonds, nous, on a une capacité financière d'investir dans des entreprises innovantes, ben, on pourrait double down le partenariat commercial par une levée de fonds et par un investissement chez Betterway, et c'est exactement ce qui s'est passé. Ok. Et donc, ils sont venus en lead, ils sont venus en complément, ils sont venus tout seuls. Comment vous l'avez bouclé, ce tour? Alors, ils sont venus tout seuls. Ok. Donc, le tour, aujourd'hui, sur la table de capitalisation, il y a les cofondateurs et Edenred. Donc, ça veut dire que tous les autres invests sont sortis à ce moment-là? Ça veut dire que tous les autres invests sont sortis. C'était la condition sine qua non d'Edenred pour investir parce qu'ils voulaient justement avoir une cap table la plus clean possible pour tout un tas de raisons. Et donc, on a demandé à nos investisseurs existants, ceux qui nous avaient accompagnés depuis 2020, de sortir de la table de capitalisation. Ok, ça c'est un sujet super important qu'on n'a jamais abordé dans le podcast. On va creuser si tu es d'accord. Mais alors du coup, vous avez fait, vous dites banco. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Parce que c'est pas un choix anodin, quoi. Alors, on dit banco, on a d'autres solutions, mais qui sont quand même beaucoup moins favorables. D'autre part, quand vous réfléchissez à deux fois, vous dites, en fait, c'est l'issue, on n'imaginait peut-être pas ça aussitôt dans l'histoire de Betterway, mais se vendre au leader mondial, c'est un peu l'issue rêvée de tout entrepreneur. C'est-à-dire vous créez une boîte, je ne sais pas moi, dans la photo ou dans la tech, vous vendre à Google, c'est le Graal. Le rêve absolu. Vous créez une boîte d'assurance, vous vendre à AXA ou à Allianz, c'est le truc le plus vertueux, le plus vertueux d'aller à la fin. Concrètement, quand vous montez une boîte, il y a trois solutions. Soit vous la montez, vous créez une entreprise en disant c'est une entreprise familiale que je vais garder et que mes enfants auront, et on continuera à créer une entreprise familiale, etc. etc. Moi, j'étais pas vraiment dans ce schéma, ni l'un non plus. Dès le début, vous saviez que c'était pas ça, que vous montiez pas une boîte legacy, familiale. Oui, dès le début, on s'est dit, on veut pas faire un coup, mais dès le début, on s'est dit, nous, ce qui drive un entrepreneur, nous, ce qui nous a drivé, c'est d'avoir de l'impact. Ok. C'est de se dire, en fait, on crée quelque chose qui va modifier le comportement de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens en France, en Europe, dans le monde. Et donc, c'est ça qui drive. Après, de l'impact vient le fait que vous créez de la valeur. Et si vous créez de la valeur, vous êtes rétribué pour cette valeur. Donc, en fait, le truc central, c'est de dire, est-ce que ce que j'ai créé, ça change l'état des choses? Et à la fin, c'est ça qui compte. Ou est-ce que ce que j'ai créé, finalement, ça vient polluer un peu les débats, et ça crée pas de valeur, en quelque sorte, dans le monde dans lequel on existe. Donc, je réconcilie la partie impact et la partie valeur, en fait, et création de valeur. Mais pour moi, c'est le même dispositif. Donc, à chaque fois, vous y êtes allé, vous vouliez avoir de l'impact, avoir le plus d'impact possible. Et donc, effectivement, première possibilité, une boîte familiale. Deuxième possibilité, un rachat à un moment par un concurrent. Ou la troisième, j'imagine, IPO. Exactement. Voilà. Entrée en bourse. Il y en a une quatrième qui est d'être acheté par des fonds d'investissement qui sont là, mais qui, c'est typiquement du private equity, mais qui sont là de manière temporaire, parce que de toutes les manières, à la fin, ce private equity, il veut vendre soit un leader mondial, soit entrer en bourse. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, il y a trois solutions. Boîte familiale, vous vivez des subsides de la marge que vous faites, etc. Et vous développez l'entreprise sur la marge que vous faites. Boîte vente à un concurrent ou IPO. Entrer en bourse, honnêtement, on en était très loin. Boîte familiale, c'était pas ce qu'on avait envie de faire. En fait, se vendre au leader mondial, c'était à ce stade la meilleure opportunité qu'on pouvait avoir. Et je pense qu'on s'en serait voulu, parce qu'on avait d'autres solutions, on avait d'autres propositions, de laisser passer cette opportunité-là en se disant, je le laisse passer, je me revendrai à eux dans 5 ans, dans 10 ans, le jour où
Ouais. Ça, on ne sait jamais. Potentiellement, ils auraient racheté une autre boîte ouais. Ils auraient racheté une autre boîte, ils auraient refait leur tech, ils auraient réussi à faire autre chose et vous serez retrouvés avec énormément de regrets. Ils rentrent et donc tous les autres investisseurs sortent. Comment ça se fait, ça? Comment c'est reçu par les investisseurs historiques à un stade aussi tôt, hein? On sait que les investisseurs rentrent pour sortir, pour faire une exit, mais là, ils sont là depuis 2 ans. D'abord, ils ont gagné de l'argent, c'est-à-dire on les a pas fait sortir avec un multiple de 0. Voilà. Deuxième point, c'est ça se fait aussi. Alors, ça dépend. Il y a certaines personnes qui nous ont dit remercier, ils nous ont dit c'était génial d'avoir cette aventure. Ça a duré 2 ans, c'était peut-être un peu court, mais c'était super, etc. Il y en a d'autres qui ont un peu plus réagi vivement en disant qu'ils auraient aimé nous accompagner plus tard, plus loin, des business angels, qui auraient aimé être plus voilà. Et puis certains qui ont été très pragmatiques, qui nous ont dit bon bah ok, très bien. C'est le mieux pour la boîte, merci, au revoir. Nous, on s'est senti, évidemment, on est extrêmement redevable des investisseurs qui ont investi chez Betterway. Ensuite, c'est le jeu de l'investissement, c'est-à-dire que le jeu quand on investit dans une entreprise, soit on perd sa chemise, soit on perd tout, oui. soit on a un jackpot, soit on sort de manière honorable, et c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a été le plus droit et le plus transparent possible. Vous signez cette levée de fonds donc de 4 millions avec Edenred. Vous la signez quand? On la signe, alors c'est très rigolo, on la signe le 14 décembre 2023. Dans le 2022, dans le premier épisode, j'ai parlé qu'on le signait le 14 décembre 2020, la première levée. Et ben, hasard du calendrier, on a signé le même jour, donc 2 ans. Hasard du calendrier, vraiment? 2 ans jour pour jour. 2 ans jour pour jour. Ok, c'est dingo. Vous C'est rigolo. Vous avez choisi la date? Non, c'est arrivé comme ça. Ok, d'accord. Et toi, tu as eu l'idée de cette boîte, tu l'as montée, tu es allé chercher ton cofondateur, tu as fait cette première levée de fonds, la deuxième a été difficile, ça s'est pas passé tout seul. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis une fois que tu as signé cette levée de fonds et tu as commencé à vendre la boîte à Edenred, au leader mondial? Au bout de 3 ans? 4 ans. Ouais, au bout de 4 ans. Au bout de 3 ans, tu as raison. 4 ans aujourd'hui. 4 ans aujourd'hui, attends une seconde. D'abord, moi, j'ai ressenti pas mal de sérénité à ce moment-là. Okay. Parce qu'en fait, tant que tu es dans l'entreprise avec le système de levée de fonds, avec une chape de plomb qui pèse au-dessus de toi, etc., tu dis, bon, en fait, tout ce que j'ai fait peut-être n'aura servi à rien, peut-être qu'on va louper la prochaine levée de fonds et on va finir par devoir mettre la clé sous la porte et arrêter. Là, en signant avec un investisseur institutionnel, on s'assure d'un peu de pérennité de ce qu'on a créé, et donc il y a une certaine sérénité qui sort de ça. Sérénité du fait aussi de se dire on va arrêter les levées de fonds, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient tu vas terminer 2022, ta levée de fonds, dès que tu termines ta série A, il faut déjà que tu te projettes dans ta série B, il faut commencer à reparler aux investisseurs, etc. Et en fait, moi, j'ai eu un sentiment un petit peu de rejet en me disant, mais en fait, je suis devenu entrepreneur, pas devenu financier, leveur d'argent. Mon métier, ce sur quoi je suis bon, sur quoi c'est mon ikigai, en quelque sorte, là où je suis bon, là où j'ai envie d'être, et là où je suis utile à la société, c'est de créer des entreprises, c'est de créer du business, c'est de créer de la valeur, etc., etc. Mon métier, c'est pas d'aller faire des roadshows, de discuter des term sheets, de faire tout un tas de choses. Donc en fait, il y a aussi cette sorte de perte de temps, en quelque sorte, qui est ressenti, où on a perdu du temps, de l'énergie, Alain et moi, à faire des levées de fonds, au lieu de nous concentrer encore plus sur la gestion du business.
Ouais, donc tu dirais pas que tu as aimé ça, la levée de fonds? C'est grisant, c'est intéressant, Ok. c'est aussi, il y a une aspect curiosité, c'est-à-dire, au moins je l'ai fait dans ma vie, je sais, ce qui est attendu, j'ai pris du recul, j'ai lu des term sheets, j'ai vu les pièges, etc., etc. Tout ça, c'est hyper intéressant. Mais après, très honnêtement, la valeur, elle est beaucoup plus dans, enfin, la valeur de Denis Saada, la valeur de Alain Featherstone, la valeur de plein de monde, elle est beaucoup plus sur aller chercher du business, aller faire tourner une boîte que d'aller lever des fonds. J'ai encore 2 questions à te poser vraiment sur ce sujet de levée de fonds, et puis après on terminera, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, sur quelques questions personnelles en tant que, toi, Denis, en tant qu'entrepreneur et au quotidien. Est-ce que tu as un shout-out, un remerciement à faire à un ou plusieurs de tes invests, ceux qui t'ont suivi depuis le début ou potentiellement les derniers? Moi, j'ai un shout-out à tous, c'est-à-dire même à mon conseiller BPI, même à Mastercard dont on a parlé dans le premier épisode, même à, voilà, en gros, ce chemin d'entrepreneuriat, c'est un chemin de confiance. C'est-à-dire on s'est rendu compte qu'il y avait, il y a eu dans notre chemin énormément de gens qui nous faisaient confiance. Et c'est ça qui est très, comment dire, émouvant même, parce que nos premiers clients, très honnêtement, ils savaient très bien qu'on n'avait pas grand-chose etc. Mais pourtant, ils nous ont fait un chèque et ils nous ont fait confiance. Nos premiers investisseurs, ils savaient très bien que notre BP, qu'on leur a montré, ils tenaient sur des hypothèses qui étaient un peu, comment dire, Au doigt mouillé, instables, au doigt mouillé. Ils nous ont fait confiance. Nos autres investisseurs, Edenred, en fait, ils savaient très bien que y aurait pas, que ça allait pas être tout blanc ou tout noir, que c'est un gros groupe du CAC 40 qui intègre une entreprise relativement jeune. Eh bien, ils nous font confiance. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est cette capacité à faire confiance, et j'espère que on est digne de leur confiance, en tout cas. Et peut-être toi, un jour, de l'autre côté, en tant que business angel, d'ici quelques années, tu seras là aussi pour aider des entrepreneurs et leur faire confiance. Pourquoi pas, mais j'ai aujourd'hui beaucoup de gens qui me contactent aussi pour avoir des conseils, et j'essaye de leur en donner le plus possible. Voilà, donc on essaye aussi de rendre un petit peu ce qu'on a reçu. Typiquement, on n'en a pas parlé. J'ai pris un mandat récemment de président de l'Alliance des mobilités. L'Alliance des mobilités, c'est une partie une filière de Mobiliance, qui est le syndicat patronal de la mobilité de manière générale. Et l'Alliance des mobilités rassemble l'ensemble des entreprises et des startups de la mobilité. Ça va de Blablacar, Dot, Lime, les acteurs du Mobility as a Service pour ceux qui connaissent, etc. En fait, j'essaye aussi de rendre un petit peu à l'écosystème, d'aider cet écosystème de la mobilité qui est extrêmement florissant à croître aujourd'hui et à se développer. Okay. Donc effectivement, tu es en plein dans cette démarche de rendre à l'écosystème et de permettre à de nouvelles pépites d'émerger dans l'écosystème et en particulier celui de la mobilité. Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ton réseau qui ont monté, comme toi, de magnifiques entreprises, qui ont fait des levées de fonds, c'est le thème de ce podcast, et que tu aimerais, toi, entendre dans ce podcast? C'est une bonne question. Écoute, j'en ai pas mal, évidemment, des entrepreneurs, des gens que j'admire et que je trouve vachement bons. Là, ce auquel je pense, c'est qu'on est une sorte de mafia Uber à avoir monté pas mal de boîtes dans la mobilité en France. Et en fait, je plaide un petit peu pour aussi l'Alliance des mobilités, parce qu'en fait, il y a la French Tech a la chance d'avoir des beaux champions dans la mobilité. On a parlé de Blablacar qui
qui est une super réussite, mais il y en a des plus petits ou des plus jeunes. Je pense à Alexandre Mola, qui a créé Sherlock. Je pense à Driss Ibn Mansour. Sherlock, c'est de l'assurance. Je pense à Driss Ibn Mansour, qui a créé Moto, qui crée des super beaux vélos en location longue durée. Je pense à Toussaint Watine et Stéphane Fikaja, qui ont créé Upway, qui est une sorte de back market des vélos qui permet de revendre des vélos. Donc voilà, tout ça, c'est la mafia Uber qui s'est lancée dans la mobilité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, la mafia, c'est pas au sens strict du terme, hein, c'est un terme qu'on utilise. On n'a pas de parrain. Voilà, mais qu'on utilise pour les entrepreneurs qui sortent de ces grandes boîtes de la tech et où on voit qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui se créent et qui après vont créer un réseau. C'est en ça que ça s'appelle une mafia. Et donc on fait du coup un appel à la fin de cette podcast à cette mafia Uber qui a monté plein de boîtes dans la mobilité et qu'on serait bien sûr ravis de recevoir. En guise de conclusion, je vais te poser des questions un peu plus personnelles. Que tu ne connais pas, que je ne t'ai pas livré, et donc du coup, qui vont sûrement te surprendre. En tout cas, réponds comme tu le sens. Voilà. Hein. Je suis prêt, Thierry Ardisson. Quelle est ta plus grande fierté, ou quelles sont tes plus grandes fiertés? Je pense que la plus grande fierté, c'est le fait d'avoir créé une équipe. En fait, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires. Certains sont encore à nos côtés depuis maintenant 3-4 ans. Certains ont fait un bout de chemin avec nous et sont partis, mais tous ont été hyper importants dans Better Way. Et on parlait de confiance tout à l'heure. Ma plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir réussi à avoir des gens autour de nous qui nous ont fait confiance, qui ont cru en notre projet. Ton plus grand regret? Je pense qu'on a... J'en parlais au début de cette deuxième partie de podcast. On est allé peut-être un peu vite sur la deuxième levée. La deuxième levée. Or, c'était vraiment quelque chose où on s'était dit il faut attendre le maximum, etc., etc. On aurait dû attendre, on aurait pu attendre encore, essayer d'attendre. C'était compliqué peut-être de le voir à l'époque, mais en fait, plus vous attendez, plus vous êtes crédible et plus vous avez la capacité d'aller chercher encore plus haut. Quelle est la personne, le film, le bouquin, le manga, le livre de cuisine, le chef, cuistot, qui t'inspire le plus? J'ai un peu orienté à la fin, mais c'est pas du tout obligé. Non, pas Philippe Etchebest. C'est super dur comme question. Je suis pas sûr que je saurais répondre à cette question-là. Un film, un bouquin, une formation, je sais pas, un truc qui t'a inspiré, qui t'inspire au quotidien. Ça peut être une musique. Le podcast de Jérémy Navon, je pense. Oh là là. Allez, j'utilise mon joker sur celle-là. J'y réfléchirai. Ok, si tu trouves une réponse d'ici la fin, tu peux. Quelle est ta journée type? Alors, ma journée type, elle commence, je parlais de mes enfants, elle commence par amener mes enfants à l'école, 80% du temps. Donc, en fait, je n'ai pas de rendez-vous avant 9h15, 9h30. Et voilà, et pour moi, c'est un impondérable. Voilà, ensuite, je passe beaucoup de temps avec les équipes, beaucoup de temps en réunion, en fait. Que ce soit avec les équipes ou que ce soit à l'extérieur. Mon rôle aujourd'hui, c'est soit d'être le visage de Better Way à l'extérieur, soit d'orienter, d'indiquer, d'aider mes équipes, mes partenaires là-dessus. Donc 80% du temps de ma journée est passé en one-one ou en réunion d'équipe ou en réunion avec des clients. Beaucoup de temps avec mon associé. Avec Alain, on se parle beaucoup. On a du mal quand l'un et l'autre est en vacances, on est un peu tout seul, orphelin, isolé, on ne sait pas trop. Voilà, on a du mal aussi quand il y a 2-3 jours de télétravail parce qu'on a vraiment besoin de cette intimité fréquente qui rend jaloux limite nos épouses. Ma femme me dit tu passes plus de temps avec Alain qu'avec moi, ce qui est vrai. Voilà, et ensuite fréquemment je termine tôt pour pouvoir dîner en famille, être avec mes enfants, et
Et un soir sur deux, je m'y remets après le dîner, après avoir couché les enfants pour continuer à bosser un peu. Il y a un mythe de l'entrepreneur, c'est que moi, j'ai pas l'impression de travailler plus que ce que j'ai travaillé dans des boîtes privées. C'est juste que on est plus dans l'illimité, en fait. C'est-à-dire que dans une boîte privée, vous avez des objectifs, vous avez un boss qui vous fixe des objectifs, et donc finalement, quand vous les avez atteints, vous arrêtez de travailler. Dans une boîte, dans votre boîte à vous, les objectifs ils sont illimités. Donc, quand vous avez fini de travailler, vous pouvez encore continuer à travailler parce que c'est jamais fini. Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin ? Le dimanche matin, je vais revenir au même truc, mais en petit déjeuner en famille. Ouais, c'est bien. C'est notre rituel. On pionce d'abord, parce que ça fait du bien de dormir le dimanche matin. Et puis on se fait un gros petit déj, avec plein de trucs. Et on petit déjeune tous ensemble. On a fait en sorte justement de sacraliser des moments comme ça, un peu sans rien, quoi, juste tranquille en pyjama jusqu'à midi, voilà quoi. Comment tu vois la suite ? Question très large. C'est très large. La suite. D'abord, la suite, c'est la suite à court terme. Faut délivrer, faut aller délivrer le potentiel. C'est-à-dire là, on perçoit le potentiel, il faut aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus haut. On en a énormément envie, il faut faire les bons choix, etc. Ça passe par des choses très prosaïques, très basiques. Day to day, et puis par des choix stratégiques beaucoup plus long terme, beaucoup plus visionnaires. Par exemple, chez Betterway, on a développé un truc un nouveau produit, un nouveau service qui m'excite énormément. On vient de lancer la première prime à la conversion multimodale. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la métropole de Grenoble, la métropole a mis en place une zone à faible émission, donc qui interdit les citoyens qui ont une voiture très polluante de venir au centre-ville. Or, les gens qui ont des voitures les plus polluantes, c'est les gens qui sont les plus dans la merde financièrement. Tu choisis en général pas trop d'avoir une Clio de 1995 qui pollue vachement, qui est mal entretenue, etc. C'est parce que juste tu as besoin de la voiture et tu n'as pas besoin d'en acheter une nouvelle. Donc les villes mettent en place des primes à la conversion. La ville de Grenoble est allée au bout du système en disant, au lieu de donner une prime à la conversion pour racheter une autre voiture, on va donner une prime à la conversion multimodale qui va se manifester par une carte de paiement, et c'est nous qui développons cette carte-là. Donc concrètement, 1 000 € par an et par citoyen qui sont sous des minima sociaux et qui vont pouvoir dépenser cet argent-là dans du train, du covoiturage, de l'autopartage, du vélo, etc., etc. Ok, génial. Est-ce que tu as un coup de gueule ? Bon, moi, je suis, pour ceux qui me connaissent, je suis pas très coup de gueule. Je suis assez conciliant comme personne. C'est pas obligatoire. Est-ce que tu as une bucket list ? Si oui, il y a quoi dedans ? C'est quoi le truc le plus fou que tu aimerais faire, qu'il y a dans ta bucket list ? Compliqué, quand on est en plein dedans. Compliqué quand on est en plein dedans. Je pense qu'il y a un vrai sujet, mais c'est pas un truc fou. Moi, j'ai envie de partir à l'étranger. C'est-à-dire, je pense que moi, je suis français, je suis né en France, j'ai vécu en France, j'ai étudié à Sciences Po, qui est le summum de l'école française. J'ai toujours été là. Je suis parisien depuis 20 ans, j'ai vécu à Nice avant. Mais en vrai, ça me chatouille d'aller vivre à l'étranger. J'ai un grand frère qui est entrepreneur aussi, qui est parti à New York et qui est maintenant en Angleterre. J'ai une sœur qui habite à Jérusalem. Donc, cet appel de l'étranger, je ne sais pas où, mais il me sonne. C'est l'étape peut-être suivante. Et dernière question, si tu devais changer le monde, tu ferais quoi ? Il faut que tout le monde soit en mobilité durable.
Non, mais concrètement, et là, ça devient un peu sérieux. On n'a qu'une seule planète, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la mobilité, notamment la mobilité automobile, c'est 20% des émissions de la France. Donc, c'est le plus gros émetteur. La voiture, la bagnole, c'est le plus gros émetteur. Donc, on pourra toujours pisser dans la douche et éviter de se chauffer un peu. Si on arrête de prendre la voiture et l'avion aussi, ça ira mieux. Donc, en fait, il faut réduire la voiture, avoir plus de mobilité durable et donc être aidé par son employeur, par les collectivités locales, par l'État, par tout un tas de monde pour essayer d'opérer cette transition. Le XXe siècle, c'était le siècle de la voiture. Le XXIe siècle, il faut absolument que ce ne soit pas le siècle de la voiture. Ouais. Du coup, tu nous as répondu au coup de gueule un peu quand même sur la dernière question. Oh, c'est pas un coup de gueule, c'est très lucide en fait. Il y a un moment où on peut pas continuer comme ça pour plein de raisons. Donc il faut réduire la voiture individuelle. On pourra probablement pas la supprimer, c'est pas le but. Je pense qu'elle doit être dans le mix mobilité aujourd'hui de la France, mais aujourd'hui elle pèse 80%. Il faut réussir à ce que tout un tas d'autres mobilités durables viennent prendre une partie de ce mix-là. Merci beaucoup, Denis, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci beaucoup pour cet échange très, très riche qu'on a eu ensemble. Une mine d'informations pour tous nos auditeurs. C'est moi qui te remercie, Jérémy. Ça fait du bien de se retourner un petit peu et de regarder tout ça avec un peu de recul. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer cette heure avec toi, ou un peu plus qu'une heure d'ailleurs. On devait faire 1 heure et en fait, on a été plus loin. Donc, merci pour l'opportunité. Merci. Merci, Denis. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Parlez-en autour de vous, donnez-nous 5 étoiles et mettez-nous un super commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses de ce podcast et échanger avec nous. Il me reste à vous dire à très bientôt sur Let's Find Out.